t'as vu que le budget de l'État n'a pas été voté là ? Les débats à l'Assemblée m'ont rendu fou. Alors on a un déficit public qui se creuse parce qu'on a réduit les impôts sur les plus riches, et on a la droite qui continue de nous dire qu'il y a trop d'impôts. Alors qu'au final, il y a une solution toute bête. Je te vois venir là. Ouais, mais est-ce que tu sais combien on a de milliardaires en France ? 147. 147, bordel. Et on n'est pas obligé de s'arrêter aux milliardaires. Les 4000 foyers fiscaux les plus riches de France gagnent 100 milliards par an en cumulé. Par foyer, en moyenne, ça fait 2 millions d'euros par mois. Et en pourcentage, ils paient pareil, voire moins des fois, que la plupart des Français. Ce serait pas injuste de leur prendre un petit 10% de plus à ces super riches là. On récupérerait direct 10 milliards. Ouais, mais non, tu peux pas trop les taxer, c'est sûr, ils vont partir. C'est un peu comme des anguilles, là, tu vois, ils se dandinent comme ça et tout. Puis ils sont tout huileux, quoi, tu pourras pas les choper. Je suis sûr qu'il y a moyen, moi. Notre pays aime la finance magique. La finance magique, on peut toujours la déclarer. Il n'y a pas d'argent magique. Le gouvernement s'est auto-congratulé. 100 milliards d'euros. J'ai sauvé l'économie française. Il n'y a pas d'argent magique. Est-ce que vous ne craignez pas un effet Laffer ? Ça veut dire qu'on sait qu'il y a un moment, si on met des impôts trop élevés, on finit par avoir une recette qui baisse. Cette chanson, vous la connaissez, on l'entend tout le temps. Au-delà d'un certain seuil, et on n'en est sans doute pas loin aujourd'hui en France, l'animal fiscal développe des stratégies d'évitement de l'impôt. Il ne se laisse pas écraser par le marteau fiscal. Bah voilà, des anguilles, impossible de les choper. Viens là ma puce, viens là ma biche. Puis, soi-disant qu'augmenter les impôts des plus riches, ce serait inutile, parce que le riche est déjà trop taxé, et que si on le taxe un peu plus, alors c'est sûr, il va esquiver l'impôt d'une façon ou d'une autre. Quitter la France, d'abord. Pendant des années, nos riches sont partis en Belgique. Chaque année, plusieurs centaines de personnes, avec plus de 100 000 euros de revenus par an, partaient à l'étranger. Pour les contribuables qui ne peuvent pas partir, les plus nombreux, il y a le travail au noir. Le travail au noir, c'est l'exil fiscal du pauvre. Et puis enfin, il y a ceux qui préféreront moins travailler pour moins gagner, s'ils n'ont plus l'espoir d'en retirer le bénéfice. C'est ce qui explique que quand on monte les impôts, le rendement soit en réalité beaucoup plus faible qu'attendu, l'activité disparaît. Mais l'essentiel de l'effort, si on augmente des tranches, c'est pour que ça soit plus progressif, l'essentiel de l'effort reposerait sur les 1% et même davantage sur les 0,1% des plus riches qui paieraient davantage d'impôts. Voilà, ça c'est... Sous réserve qu'ils ne partent pas. Parce que ce 0,1%, il est volatile. Oui, je sais, ça je connais votre... C'est un vrai risque, il faut le prendre en compte. Il faut prendre des mesures pour éviter ça. C'est dit avec tellement d'assurance, on pourrait vraiment croire que c'est un phénomène qu'on peut observer dans la vraie vie, quoi. Si on augmente les impôts, alors les rendements seront plus faibles qu'attendus. Mais en fait non, ça a pas l'air d'être aussi évident dans la vraie vie. En fait, le sujet de la taxation des plus riches en France mériterait d'être posé sérieusement. Parce que quand on regarde le gâteau du patrimoine de tous les Français, les seuls dont la part a vraiment grossi depuis 2010, c'est celle des 10% les plus riches. Pour info, pour être dans les 10% les plus riches de France, il faut un patrimoine net, donc en déduisant les crédits bancaires, de 500 000 euros par personne, pas par foyer. Ah la vache, je suis pas dans les 10% du coup. Et même si tu y étais, comme on le voit sur ce joli graphique, en fait, le patrimoine a surtout grossi chez les milliardaires ou quasi, donc plutôt les 0,001% qui sont de plus en plus nombreux et avec une fortune toujours de plus en plus démesurée. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de les taxer davantage alors qu'ils apportent déjà tant à l'économie française ? Mais je constate que certaines personnes très fortunées ont créé des entreprises dans le luxe par exemple, ont créé des dizaines de milliers d'emplois, souvent des emplois bien qualifiés, souvent dans des territoires qui sont assez reculés. Regardez LVMH qui a créé à Vendôme une entreprise très importante et que donc c'est utile pour le pays. Bon, le problème, c'est quand même qu'on nous parle à longueur de journée du déficit de la France qui s'aggrave, et on l'a vu dans notre premier épisode, ce déficit est en grande partie lié à une diminution des recettes fiscales. Donc bon, ils sont très gentils à créer des emplois, d'ailleurs au passage c'est comme ça qu'ils s'enrichissent, ils font pas ça de bonté de cœur, mais quand on voit l'augmentation des milliardaires et de leur fortune, c'est peut-être pas si délirant de se dire qu'on pourrait les faire contribuer un peu plus à l'effort collectif. Surtout que si on regarde combien ils payent d'impôts, on voit vite qu'ils contribuent beaucoup moins que le reste des Français et Françaises. Allez hop, un petit graphique. On y voit le taux d'imposition moyen en fonction des revenus. Donc, pour bien comprendre, quand une personne qui touche le revenu médian gagne 100, elle pèse 51 d'impôts. Et là, normalement, vous devriez être choqués, parce que 51% du revenu qui se barre en impôts, c'est énorme. Pour info, la tranche la plus haute de l'impôt sur le revenu, c'est 45%.
Donc bon... Voilà, sauf que c'est parce que le graphique tient compte de toutes les taxes et de tous les prélèvements. Genre, évidemment, on tient compte de l'impôt sur le revenu, que les moins riches ne paient presque pas. On tient compte des cotisations sociales. Le plus gros impôt en France, en fait, c'est la CSG, qui est prélevée sur tous les revenus. Mais on tient compte aussi des taxes sur la consommation, comme la TVA ou les taxes sur l'essence. Alors par contre, attention, ici on regarde ce que chacun verse à l'État, mais l'État rend chaque centime via les retraites, les allocations, la sécu, l'éducation ou en finançant une armée nationale. Donc l'argent qu'on paye en impôts ne disparaît pas. Il retourne en immense majorité dans la poche des Français de manière directe ou indirecte. Et donc si on revient sur notre graphique, plus on gagne de sous, plus le pourcentage que l'on verse à la collectivité est important. Donc il y a bien une progressivité de l'impôt en France. Sauf que, d'abord on voit que cette progressivité, elle n'est pas massive. Les 10% les plus pauvres payent 46%, quand les 10% les plus riches, eux, ils payent 54%. Donc c'est pas le grand écart non plus, quoi. Mais surtout, on ne monte jamais au-dessus de 54. Pour les 5%, les 1%, les 0,1%, c'est toujours autour de 54% d'impôts et de taxes. À partir des 0,01%, donc les multimillionnaires, ça baisse à 49%. Et pour les ultra riches, là, le taux s'effondre à 27%, c'est n'importe quoi. Ah oui, et au fait, petit aparté ordre de grandeur, il y a un truc comme 40 millions de foyers fiscaux en France. Donc quand on parle des 1%, petite division par 100, ça représente 400 000 foyers. Les 0,1% sont 10 fois moins, donc 40 000 foyers. Les 0,01, c'est les multimillionnaires, c'est 4 000 foyers. Et puis les centimillionnaires et autres milliardaires, eux, ne sont plus que 400. Autre petit ordre de grandeur, pour être dans le club des 1%, il faut gagner 9 500 € par mois par personne, 25 000 pour atteindre les 0,1% et 80 000 pour se retrouver dans les 0,01%. T'imagines 80 000 € par mois? Ouais. Non, en fait, j'imagine même pas. Bon, alors attention, c'est vrai que les 80 000 € se transforment en 54 000 seulement si on s'intéresse au niveau de vie. Donc en gros, si on tient compte des impôts payés et des services publics utilisés, c'est pas 80 000 balles par mois, c'est 54 000. Oh zut, seulement 30 fois plus que le niveau de vie médian. Je crois que ça ne lui suffit même pas. Viens là, ma chérie, tu n'auras pas ma peau. C'est là qu'on peut se poser la question de à partir de combien c'est trop. Bernard Arnault, par exemple, le big boss des méga riches français, pèse 150 milliards d'euros. C'est la somme de tout ce qu'il possède. Alors on n'a pas d'infos sur combien il gagne par mois, mais si sa fortune était placée sur de la dette publique, le truc le moins risqué en bourse, 3% par an, il toucherait un truc comme 375 millions d'euros par mois. 200 000 fois plus que le revenu médian. 200 000. Vous êtes mignon, Gilles, mais vous voyez ce que ça fait déjà 100 000 ? Mais si les riches sont si riches, c'est peut-être parce qu'ils sont méga super productifs et que les entreprises n'ont pas d'autre choix que les payer une fortune. C'est l'offre et la demande, tu vois. Ouais, alors effectivement, les pro-marchés utilisent souvent cet argument. Quand ils veulent faire chic, ils disent même productivité marginale. Ici, on essaie de nous faire croire que le revenu d'une personne correspondrait à sa productivité. Donc, soi-disant, à la quantité d'argent qu'elle rapporte à sa boîte. Sauf que, première bêtise, si je rapporte 100 € à ma boîte et qu'elle me paie 100 €, du coup, il reste plus rien pour les profits. Donc déjà, là, il y a un truc qui cloche. Pour être plus précis que ça, en vrai, il faut s'arrêter sur le terme marginal. La productivité marginale, c'est pas ce que tu rapportes à la boîte, c'est ce que le moins productif des employés qui fait le même boulot que toi rapporte à la boîte. Donc tout le monde est payé comme le moins productif de l'équipe. Bon là déjà, ça a pas la même saveur méritocratique, et ça sent un peu l'entourloupe. Pourquoi tout le monde serait payé comme le moins productif de la bande ? Bon, mais de toute manière, cette explication, dans la réalité, elle tient pas la route. La théorie suppose qu'on pourrait isoler et calculer la productivité des gens. Sauf que ça n'a pas de sens. Combien rapporte, par exemple, le PDG d'Apple qui prend les décisions par rapport aux ingénieurs qui designent les iPhones, par rapport aux petites mains chinoises qui les assemblent? Et on n'en sait rien. Tous les travailleurs forment les maillons d'une grande chaîne. On sait que la chaîne rapporte X millions d'euros à la fin, les ventes d'iPhone. Mais ce que rapporte chacun des maillons les uns par rapport aux autres, c'est une information qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce que pour savoir ça, il faudrait pouvoir enlever un maillon et voir comment évolue ce que rapporte la chaîne. Mais ça marche pas. Si on enlève un seul maillon, la chaîne ne produit plus rien et donc ne rapporte plus rien. Donc voilà, peu importe par quel bout on le prend, ces histoires de productivité ne peuvent pas expliquer ou justifier les revenus des gens. Et non, on peut pas toujours utiliser des belles formules mathématiques super précises et incontestables pour définir des choses aussi arbitraires que ce que méritent les gens. Dans la vraie vie, il faut faire de la politique. Les revenus s'expliquent par un rapport de force. Les plus avantagés aspirent tout ce qu'ils peuvent et il ne reste plus que des miettes pour les autres.
C'est ça qui justifie la progressivité de l'impôt. Parce que la loi du marché n'est ni juste, ni efficace, ni mathématique. Elle rémunère simplement au prorata de la capacité à faire plier les autres. Et il faut bien redistribuer un peu tout ça, histoire que ce soit plus juste. Et quel acteur pour mettre un peu de justice dans le marché? C'est le rôle de la puissance publique, la démocratie quoi. Oui, mais la puissance publique ne prend pas toujours cette mission à cœur. Peut-être par impuissance, en ne parvenant pas à tracer les flux d'argent qui trouvent toujours à échapper à l'impôt, en passant par des holdings, des paradis fiscaux ou des programmes de défiscalisation. Mais certains discours montrent que cette impuissance est aussi parfois voulue. Quand vous êtes millionnaire en France, vous allez toucher un impôt marginal sur le revenu à 45%, c'est la dernière tranche, le taux marginal. Vous allez payer de la CSG à 9% et vous allez payer une surtaxe sur les salaires à 4%. Donc vous serez l'une des personnes les plus taxées au monde. Si ce que raconte le maire est vrai pour le pauvre millionnaire qui n'a qu'un petit patrimoine de 1 seul million, ce que l'on a vu, c'est que c'est fondamentalement faux pour toutes celles et ceux qui ont une fortune plus importante. On l'a déjà dit, les rapports s'accumulent et nombre d'entre eux ont forcément déjà dû atterrir sur son bureau, sinon on se demande comment il bosse. Donc la phrase suivante... Nous avons non seulement un des taux d'imposition les plus élevés sur les personnes les plus riches, et je pense que c'est une question de justice, c'est normal, c'est nécessaire. Montre bien que c'est pas qu'on peut pas, que la puissance publique serait incapable, c'est qu'on veut pas voir la réalité. La personne qui le dit le mieux, c'est justement un de ces ultra-riches, Warren Buffett, l'investisseur américain qui a déclaré « Il y a une guerre des classes, et c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner. » Et on a vu des millionnaires aux États-Unis, mais aussi en Europe, qui appelaient à être taxés davantage. Ah cool, il y a de l'espoir alors peut-être. Ouais mais attends, ils sont pas tant que ça non plus assis cette tribune. Hein. À la moindre augmentation d'impôts, moi je te le dis, la majorité passe en mode anguille et s'échappe. Bah dites-moi, c'est vigousse l'anguille. C'est terrible. Hein. Terrible, hein. Elles avaient l'air de vouloir dormir, hein. Et ça paraît logique, hein. Les riches ils sont hyper à cheval sur leur rendement. Si tu les prélèves trop à leur goût, ils vont partir de France, c'est sûr. Et puis il restera plus que les gens pauvres, moches et sales. Oh même pas vrai, j'ai pris une douche. Il y a 3 jours je crois. Ah je retire alors. Sauf que voilà, en fait, les riches, ils partent pas si facilement. Pour le prouver, on peut regarder le cas américain. Alors, comme vous le savez, des États aux États-Unis, il y en a des tas. Dans quel État tu t'es mis dans tous ces États? Des États aux États-Unis, il y en a des tas. Chacun d'entre eux a sa propre fiscalité. En Californie et à New York, par exemple, chez les woke, les impôts sur le revenu sont élevés, autour de 10-12% pour les plus hauts revenus. Attends, c'est élevé 12%? Oui, alors c'est 12% en plus de la taxe nationale, qui elle est payée par tous les Américains, peu importe leur lieu de résidence, et qui peut aller jusqu'à 37%. D'accord, donc c'est assez élevé, ouais. Ouais, alors ça a déjà été beaucoup plus élevé dans le passé, mais bref. Donc, le Wokistan, 10-12%, et les États de la liberté, le Texas ou la Floride, là c'est carrément 0%. Donc il devrait y avoir aucun super riche à New York et en Californie. Ils devraient tous habiter au Texas ou en Floride. Hein. Et évidemment, on sait tous qu'on ne trouve aucun millionnaire à Beverly Hills ou dans la Silicon Valley ou dans les grandes tours qui surplombent Central Park. Voilà, donc effectivement déjà une belle incohérence. Mais certains détracteurs diront que les riches restent dans les États qui taxent beaucoup grâce à l'existence d'une niche fiscale qui leur permet de ne pas complètement payer la taxe fédérale sur les revenus. C'est un truc qui permet de lisser les écarts de pression fiscale entre les différents États américains. Sauf que cette niche fiscale a été supprimée en 2017 par ce bon vieux Donald, qui en a profité pour déménager depuis New York vers la Floride. Et là, le truc de fou, Arthur Laffer, donc le mec de l'effet là... Est-ce que vous craignez pas un effet Laffer? Lui, il a prédit que les super riches allaient quitter en masse la Californie et New York. Et il a donné un chiffre de 800 000 personnes par an. C'est une prédiction classique de ce qu'on appelle supply side economics, les partisans de l'économie de l'offre, qui sont persuadés que les gens ne sont que des optimisateurs à Tunas. Sauf que les sociologues savent bien que c'est totalement faux. Les gens ne choisissent pas un lieu de résidence uniquement en fonction du taux d'imposition. On a d'ailleurs un papier de sociologie qui a évalué que l'effet de la réforme de 2017 aux US a été exactement de 0, des cacahuètes. Il n'y a pas eu de migration particulièrement plus importante que d'ordinaire suite à cette réforme. L'affaire s'est plantée. À New York, par exemple, pour 81 000 personnes avec un revenu supérieur à $1 million par an, on en a vu seulement 380 partir, donc une réduction de 0,5%, très loin du cataclysme annoncé.
Parce que le papier explique qu'en réalité, si les riches ne sont pas captifs des États où ils habitent, ils y sont en revanche beaucoup plus enracinés que les autres. Ça veut dire que non seulement leur capital financier est dépendant de leur lieu de vie, donc déménager c'est quitter son boulot, ses clients, c'est ne plus pouvoir réseauter dans les restos et les clubs de golf à la mode, c'est rater l'expo Ultra Select où on pourrait rencontrer tout le gratin, mais en plus de ça, déménager c'est quitter la vie qu'ils ont choisie et qu'ils aiment. Les enfants adorent leur école, qui au passage est l'une des meilleures du pays. Papa et maman apprécient énormément leurs collègues, ils ont tous leurs potes et toutes leurs activités sur place. Bref, déménager, c'est pas uniquement une décision financière. Non seulement le capital social des riches explique en grande partie leur réussite financière, mais également l'accès à un certain capital social est un attracteur à lui seul, peu importe s'il coûte cher en impôts. En vrai, les données montrent que ceux qui déménagent le plus facilement, ce sont les jeunes, pour les études ou pour trouver leur premier boulot, et les plus pauvres qui, souvent suite à une perte d'emploi, cherchent d'autres opportunités. Bon, maintenant qu'on a vu une étude de cas précis, on peut revenir sur la théorie. Le fameux effet Laffer, qui est mentionné par Nicolas Dose. Non, l'effet Laffer, ça a été d'ailleurs validé par des économistes qui vous sont proches, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Emmanuel Saez. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a un moment, si on met des impôts trop élevés, on finit par avoir une recette qui baisse. Ok, donc dire que c'est validé par ces économistes-là, c'est vraiment poussé, parce que l'effet Laffer, c'est plus du marketing économique qu'autre chose. L'effet Laffer, ça se présente sous la forme d'une courbe qui a été tracée sur une serviette de restaurant. Ce qu'elle cherche à montrer, c'est la relation entre le taux d'imposition et les revenus publics. Cette courbe se base sur une évidence. Taxer une activité économique à 0 ou à 100% ne génère aucun revenu pour l'État. Bon, à 0%, c'est évident. Et puis à 100%, il n'y a aucun revenu parce que personne va se lever le matin pour aller travailler si l'État te prend tout à la fin. Mais faire ces constats, c'est l'équivalent économique de dire que l'eau ça mouille. Encore une fois, c'est une évidence. Et c'est seulement avec cette évidence-là que les économistes cités sont d'accord. Et oui, donc le désaccord concerne tout le reste de la courbe. Parce que son beau tracé tout simple et lisse nous dit qu'il n'y aurait qu'un unique optimal de taxation quand la courbe atteint son maximum. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il n'y en a qu'un ? Et puis, il serait à combien ce maximum ? 20% d'impôts, 50%, 70%? Et de quels impôts on parle aussi ? Parce que entre une hausse de la TVA et une hausse de l'impôt sur les dividendes, on vise pas exactement la même population. Donc, est-ce qu'il y a un maximum pour chaque impôt ? Ou alors, est-ce que c'est un maximum pour tout le cocktail des impôts ? Dans ce cas, quel est le meilleur cocktail ? En vrai, on connaît même pas la forme de la courbe. Si ça se trouve, il y a des plateaux, des pics, des creux, des saltos arrière, on n'en sait rien. Comme on peut le voir sur ce dessin humoristique publié dans un magazine de sciences, il est impossible de résumer la recherche d'un taux de taxation optimal à une courbe aussi simple. Donc l'effet Laffer, c'est du feeling. Plus que ça, en fait, c'est même du marketing qui a été mis au service du Parti républicain américain pour tenter de rendre populaires les baisses d'impôts sur les plus riches. Si vous voulez plus d'infos sur cette histoire, il y a un super thread sur Twitter de Béatrice Cherrier que vous pourrez trouver en description. Mais est-ce qu'on va avaler cette histoire, nous ? En plus, on est français, il y a peut-être un parallèle historique à faire. On peut essayer de se rappeler d'où on vient. La Révolution de 1789, c'était aussi pour abolir les privilèges de la noblesse, la classe d'ultra-riches de l'époque qui payait pas d'impôts. Donc d'un côté, on a un mec qui fait un dessin sur une serviette, vous pouvez faire de beaux rêves en espérant devenir milliardaire, et de l'autre, des siècles d'expérience, des effets délétères, de la concentration de la richesse et d'une taxation qui favorise les riches. Sans compter qu'au final, il faut bien résoudre notre problème de déficit à un moment. Il manque des thunes. Donc la question, c'est aussi de savoir qui va payer, là, tout de suite. Et la seule réponse évidente, c'est de taxer ceux qui échappent à la progressivité de l'impôt. Bon, évidemment, il ne s'agit pas de taxer n'importe qui, n'importe comment. Faire une taxe qui ne serait pas efficace ou qui serait facilement esquivable, bon déjà ça ne rapporterait rien, mais en plus de ça, ce serait une merveilleuse occasion pour les défenseurs des riches de dire « Eh ben vous voyez, je vous l'avais dit, l'effet Laffer, et bam, on n'en parle plus ». L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples de taxation qui existent déjà et qui ont fait leurs preuves, et beaucoup d'économistes qui réfléchissent à de nouvelles solutions à mettre en place aussi. Bon, commençons par voir ce qui a été proposé récemment en France. Vous avez dû en entendre parler, dès son discours de politique générale, Michel Barnier a annoncé vouloir faire contribuer davantage les plus fortunés. Cette exigence nous conduira également à demander une contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunés, afin d'éviter des stratégies de défiscalisation des plus gros contribuables. Barnier parle d'une participation exceptionnelle parce qu'elle ne devrait durer que 3 ans. Alors, pendant les discussions du budget 2025, la gauche a essayé de faire lever son caractère exceptionnel. Mais comme la coalition gouvernementale et les élus d'extrême droite n'ont pas aimé les amendements qui avaient été ajoutés au budget, ils ont uni leur vote et donc a priori, ça restera exceptionnel.
C'est quand même dommage, une solution exceptionnelle alors que les stratégies de défiscalisation, elles sont pas exceptionnelles. Bon, et en plus de ça, initialement, ça devait toucher 65 000 foyers, donc ceux dont le revenu fiscal dépasse 250 000 euros pour une personne seule ou 500 000 euros pour un couple. Mais en fait, maintenant, ça ne concerne plus que 24 300 foyers dont le taux d'imposition effectif est de moins de 20%. Bref, bon exemple de politique pas très aboutie, qui ne réglera pas le problème de fond puisqu'il est temporaire et qui ne concernera qu'un nombre de foyers limité. Donc, on peut peut-être aller voir dans d'autres pays ce qui se fait pour trouver un petit peu d'inspiration. Par exemple, si jamais il y en a encore 2 ou 3 dans le fond qui ont peur que les très hauts revenus s'en aillent si on les taxe davantage, on va finir de vous rassurer, il existe une solution appliquée notamment aux États-Unis. Alors on sait que c'est pas vraiment un modèle sur le plan de la correction des inégalités, qu'ils ont aussi des soucis d'optimisation fiscale et d'impôts régressifs, mais ils ont quand même un principe de taxation qui est pas trop mal. Là-bas, l'impôt sur le revenu repose sur la citoyenneté, contrairement à nous, où elle repose sur la résidence. Ça veut dire que si vous êtes citoyen américain, même si vous partez vivre dans un autre pays, vous restez citoyen américain et donc vous devez encore payer l'impôt sur vos revenus au fisc américain. Ensuite, évidemment, vous avez des réductions selon combien vous payez dans votre pays de résidence. Mais si jamais vous avez choisi de vous installer dans un pays qui ne taxe pas beaucoup, alors vous n'aurez pas beaucoup de réductions. Donc, grosso modo, les Américains qui partent s'installer ailleurs payent la différence de leurs impôts au fisc américain. Mettre en place ce principe serait assez logique. Un Français qui part vivre à Malte a toujours sa citoyenneté française qui lui permet d'avoir accès au système de soins français par exemple. Puis il doit certainement une partie de ses qualifications au système éducatif français, ou au moins aux infrastructures publiques. Donc il est logique qu'il continue à y contribuer, au moins en partie. Bon, c'est une idée intéressante et en soi, c'est faisable, mais seule, elle ne règle pas tout. Notamment parce que les super riches qui touchent plutôt des dividendes savent bien comment planquer ces revenus-là. Et d'ailleurs, on rappelle qu'en France, on a une flat tax depuis 2018, donc un taux fixe sur les revenus du capital. Contrairement aux revenus du travail, on a des tranches. Donc, on a légalisé le fait que c'était normal de ne pas avoir de progressivité sur les revenus comme les dividendes. Déjà, là, il y a peut-être un truc à revoir. Et oui, donc non seulement pas de progressivité, mais en plus, les super riches ont les moyens de se payer des armées d'avocats fiscalistes. Ça leur coûtera toujours moins cher que de respecter l'esprit de la loi, c'est-à-dire de payer leur part. Le Global Tax Evasion Report, écrit en partie par Gabriel Zucman, propose une autre façon d'aborder le problème. Il ne faut pas chercher à taxer les dividendes des milliardaires, c'est trop difficile d'en suivre la trace, il faut plutôt taxer leur fortune. On va prendre un petit exemple, histoire de bien comprendre la logique. Bon, Bernard Arnault, désolé encore lui, c'était plus simple pour les calculs, est propriétaire de 50% du groupe LVMH, qui vaut 300 milliards d'euros en bourse. Donc, Bébert, il pèse 150 milliards. Première étape, on part sur une taxe internationale minimale sur les milliardaires de... X%, dans leur dernier rapport, ils proposent 2%, mais voilà, à négocier. Ça voudrait dire que Bernard devrait payer 2% de 150 milliards. 3 milliards d'euros. Ensuite, chaque année, en fonction de la valeur en bourse de LVMH, l'impôt de Bernard s'ajuste. Mais, deuxième étape, vu que LVMH ne réalise que 8% de son chiffre d'affaires en France, la France ne récupérerait que 8% des 3 milliards, soit 240 millions d'euros. Alors certes, on est déçu de ne pas toucher les 3 milliards de Bernard, mais on se consolera en touchant des sous des autres grands milliardaires dont les boîtes font du business en France. Les Bezos, Zuckerberg, Musk, Mittal, Ortega et compagnie. Avec cette méthode, les milliardaires dont la richesse se confond en grande partie avec celle de leur entreprise sont taxés en fonction du lieu où l'activité économique est réalisée. Et c'est pour ça qu'on prend le chiffre d'affaires plutôt que les bénéfices comme clé de répartition. Parce que autant les bénéfices, les boîtes savent comment les déplacer artificiellement, par exemple Google qui envoie le gros de ses bénéfices en Irlande, autant le chiffre de vente, eux, ils sont traçables. Et pour ceux qui pensent qu'un accord international sur la taxation des milliardaires, c'est impossible, il faut bien savoir qu'on a depuis 2021 140 pays qui ont signé un accord international pour taxer les bénéfices des multinationales à un taux minimum de 15%. Alors, c'est pas parfait, 15% c'est bien trop bas déjà, et puis les US font de la résistance, et il y a aussi plein de manières de contourner le truc, mais il y a encore quelques années, personne n'y croyait à cet accord. Et pour finir là-dessus, un truc clé pour qu'un impôt minimum sur les ultra-riches voie le jour et soit correctement appliqué, c'est la mise en place d'une base de données qui recense qui possède quoi. Parce qu'en fait, la fortune de Rodolphe Saadé, Bernard Arnault, Françoise Bettencourt, Vincent Bolloré et tous les autres, c'est évidemment leur boîte, mais ce sont aussi tous les autres produits financiers qu'ils détiennent, et aussi leurs propriétés immobilières.
C'est d'ailleurs un des éléments importants de l'évasion fiscale des super riches. Ils achètent des apparts sans habiter dedans simplement pour placer leur thune. Parce que si la transparence financière augmente, depuis les Panama Papers et autres LuxLeaks, il y a eu de réels progrès du côté des paradis fiscaux par exemple. Du côté de l'immobilier par contre, c'est toujours le flou le plus total. Bon, au final, on se rend compte que dans le débat sur la taxation des grandes fortunes en France, on se retrouve avec un discours médiatique rempli de marketing anti-taxation, basé sur des courbes pas convaincantes, sur des déclarations de ministres qui font semblant de ne pas voir que quelques dizaines de milliers de foyers français peuvent échapper à l'impôt, au point de remettre en cause sa progressivité. Et que quand ils le voient, ils se limitent uniquement à des mesures exceptionnelles. Alors qu'un grand nombre de Français est d'accord avec des mesures qui iraient dans le sens d'une hausse de la taxation des plus riches, on nous répète que c'est une impasse, qu'il n'y a pas de solution applicable et que l'augmentation des inégalités est inévitable. Pourtant, tout nous indique que la taxation des plus grandes fortunes est une des solutions à nos problèmes, que c'est possible de différentes manières, que ça nous permettrait de réduire le déficit sans couper massivement dans les services publics, que ça nous permettrait de rendre notre société plus juste, plus acceptable. Et sinon, vous savez qui d'autre a besoin d'argent? Ça commence par un B. Bernard. Bah non, Blast. Donc si vous voulez soutenir un média indépendant, c'est-à-dire qui ne partage pas un bureau avec les milliardaires précédemment cités et qui ne subit pas leur pression, alors vous pouvez donner en suivant ce lien. Pour ne pas manquer la prochaine émission d'Argent Magique, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et pour plus de contenu économique, vous avez aussi nos chaînes Stupid Economics et Eureka. Et nous, on se retrouve dans un mois. 200 000 fois plus que le revenu médian. Faut que je la prenne. 200 000. Vous êtes mignon, Gilles. Mais vous voyez ce que ça fait déjà, 100 000? C'était bien, là, déjà. C'était très bien, là. C'était pas mal du tout. Pourquoi tout le monde serait payé comme le moins productif de la banque? Merde.